Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les sirènes retentissent à Tel Aviv. Alerte aérienne. Le système antimissile israélien Dôme de Fer entre en action. Une frappe très importante qui vient de l'Iran. L'Iran a été humilié à maintes reprises, depuis notamment l'assassinat de Haniyeh à Téhéran. Eh bien, l'Iran ne pouvait pas rester les bras croisés. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et il va en payer le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et notre détermination à riposter contre nos ennemis. On ne s'y trompe pas. Les États-Unis soutiennent pleinement Israël. Sans attendre, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir en urgence dès mercredi pour discuter de l'escalade des hostilités au Moyen-Orient. Et la défense antiaérienne d'Israël a donc intercepté hier 200 missiles envoyés par l'Iran, avec Israël qui promet des représailles. En réponse à quoi Téhéran aujourd'hui menace d'ores et déjà d'une réponse encore plus forte. Alors parlons vrai, est-ce que cette guerre, si elle se déclarait, pourrait devenir non plus une guerre entre deux États, mais une guerre régionale, voire même, vu les enjeux pétroliers et gaziers dans la région, une guerre mondiale? Et à cette question, va-t-on vers une guerre totale entre Israël et l'Iran? Vous dites oui à 63%. Vous voulez réagir? Des Les Vraies Voix attendent vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Mona Jafarian, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente de l'association Femmes Azadi. Philippe Bilger, sur ce conflit où c'est très technique, hein, donc c'est toujours très compliqué de le commenter. Alors longtemps, moi j'ai cru qu'on était entré dans un cycle que je pensais interminable d'attaques, de réactions, de ripostes, qui véritablement se substituait à la véritable guerre, même s'il y avait des victimes. Et puis depuis hier ou avant-hier, des gens beaucoup plus au fait de cette réalité ne sont pas loin de considérer qu'on est vraiment dans une approche imminente d'une véritable guerre entre Israël et l'Iran, par exemple. Et d'après ce que j'ai entendu dire, je veux avoir l'honnêteté de dire que je recueille des pensées d'Elisabeth Lévy et d'autres qui m'ont un peu informé. Ils m'ont indiqué d'abord que les missiles iraniens ont fait plus de dégâts qu'on l'a cru, et notamment qu'ils ont endommagé une partie de l'aviation israélienne qui n'était pas protégée par le fameux dôme. Deuxième élément, et là c'est Elisabeth Lévy, je trouve que l'idée est très fine, je la reprends, c'est de dire que elle se demande si Israël ne va pas trouver là un prétexte, une opportunité qu'il attendait depuis longtemps pour tenter de régler définitivement le problème de la bombe atomique en Iran, malgré les difficultés, puisque, paraît-il, c'est enterré dans des conditions absolument invraisemblables là-bas. Oui, alors sur le prétexte, c'est vraiment ce que pensent tous les stratèges. La réalité, sur ce que vous venez de dire, Philippe, moi je pense que on arrive à la confrontation avec l'Iran. Mais il faut savoir que cette confrontation, elle est inéluctable et elle est, on appelle ça le fantôme de l'Iran. Quand vous vivez en Israël, l'idée qu'un jour on va arriver à une confrontation directe avec l'Iran est considérée comme quelque chose de tout à fait normal. Ça ne veut pas dire qu'on enclenche une guerre mondiale. Là, et j'aime beaucoup la finesse de Mona qui disait ça dépendra de la riposte. Sur le prétexte, tout le monde dit effectivement le prétexte. La réalité, pourquoi Washington hier soir a dit on va accompagner? Parce que si Benyamin Netanyahou décide d'en terminer avec le nucléaire iranien, c'est-à-dire qu'ils sont à quelques semaines de mettre fin au premier cycle des centrifuges, c'est un peu compliqué, et en gros d'ici 2 ou 3 ans ils peuvent avoir... J'explique, c'est ce qui permet d'enrichir de l'uranium ou du plutonium pour qu'ils deviennent militaires. La question, pourquoi les Américains veulent accompagner Israël, et Netanyahou, contrairement aux apparences, n'est pas fou. Si on rentre dans cette logique-là de destruction des centrifugeuses, à la différence des autres nations, les Iraniens ont disséminé leurs installations nucléaires. Ils les ont non seulement enterrées, mais disséminées. Là, on rentre véritablement dans une confrontation d'une nature différente. Et c'est ça que le cabinet de guerre israélien va examiner. Allez, on avance. Sébastien Ménard. Moi, je ne sais pas s'il y aura une confrontation au-delà de ce à quoi on a pu assister ces dernières heures. Ce que je sais, c'est, comme le dit Françoise, c'est que derrière, il y a, comme diraient nos jeunes publics, du lourd. On a les États-Unis derrière Israël,
On a la Russie, le Brésil qui évidemment soutiennent l'Iran. Alors de quelle manière, je ne sais pas, jusqu'où personne n'est capable de le dire. Mais en tout cas, le fait que le terrain soit un théâtre d'affrontement indirect entre des hyperpuissances, en tout cas, moi je pense que c'est peu probable. J'ai la faiblesse de croire, alors peut-être on parlait tout à l'heure de naïveté, de candeur, etc. J'ai la faiblesse de croire que les grands de ce monde sont quand même capables, en opportunité peut-être, de régler un certain nombre de problèmes, parce que quand on a un doute, on n'a pas de doute, en tout cas sur la capacité du régime iranien à se doter de l'arme nucléaire dans un futur proche. Voilà, donc peut-être que c'est effectivement une opportunité pour stopper ça, ou en tout cas pour casser un morceau de ce qu'ils ont pu d'ores et déjà fabriquer. Mais il ne faudrait pas que ça aille trop loin, parce que, encore une fois, derrière l'Iran comme derrière Israël, on a des protagonistes d'un tout autre niveau. Oui. Mona Jafarian, présidente de l'association Femmes Azadi. Alors, ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous connaissez de l'intérieur ce qui se passe. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, en fait ? Tout à l'heure, vous parliez de prétexte. Moi, j'aime pas trop qu'on emploie le mot prétexte, parce que on peut pas dire que les craintes d'Israël ne soient pas justifiées. Prétexte, ça voudrait dire que finalement on se sert de quelque chose qui n'est pas réel pour faire tout autre chose. La réalité, c'est que la guerre régionale, on l'a déjà depuis le 7 octobre, puisque le 7 octobre, on a assisté au plus gros pogrom de l'histoire d'Israël. Dès le 8 octobre, le Hezbollah déclare la guerre à Israël, et depuis bientôt un an, ils sont attaqués depuis 7 fronts différents. Donc pour moi, la guerre, elle est déjà régionale depuis bien longtemps. Effectivement, on a atteint un nouveau palier, puisque la première fois, le régime des Mollahs envoie des drones par centaines, les dégâts sont moindres, l'impact est moindre, et les Américains bloquent une riposte israélienne en leur disant vous allez sur Rafah mais vous touchez pas à l'Iran. Donc là, les choses sont différentes, puisque cette fois, Joe Biden comprend bien que malgré toutes les négociations qui sont menées en off depuis des mois, ça ne mène à rien, qu'il n'arrive pas à calmer les ambitions hégémoniques de la République islamique, et que l'affrontement est inévitable. Maintenant, je dis, ça dépend de la taille de la riposte et les cibles qui sont touchées. Pour le nucléaire, c'est très délicat, parce que c'est enfoui en profondeur, qu'il n'y a uniquement que quelques bombes américaines capables de descendre si profondément. Et puis, stopper le programme nucléaire ne stoppe ni les proxys terroristes de la République islamique, ni son pouvoir de nuisance dans la région. Donc, et en même temps, on est dans un cul-de-sac, puisque le Hezbollah étant particulièrement affaibli, le Hezbollah, c'est vraiment la République islamique au Liban. C'est pas juste un proxy, c'est beaucoup plus puissant que ça. Donc, vu qu'il y a déjà plus le Hezbollah en état de marche pour le moment, le Hamas qui est quasiment détruit, il leur reste que la bombe nucléaire pour tenter de se garder au pouvoir, puisqu'ils ont une population qui a quasiment 90% est opposée au régime, et l'armée israélienne l'a très bien compris, puisqu'il s'adresse en permanence aux Iraniens pour leur dire vous ne serez pas la cible, c'est pas vous que nous allons viser, c'est vraiment le régime, parce qu'ils savent que finalement la meilleure arme qu'ils ont entre les mains aujourd'hui, c'est le peuple iranien, qui le dit d'ailleurs sur tous les murs de Téhéran, pour dire commencez à frapper et on finira le travail dans la rue. Et j'imagine j'imagine que ce serait une terrible humiliation pour l'Iran si, à cause des États-Unis ou d'Israël, il perdait cette arme suprême qui est la menace nucléaire. Ça serait une humiliation, mais si vous voulez, l'humiliation est quotidienne pour le régime. Déjà là, l'humiliation. Aujourd'hui, le régime... Oui, mais ils ont la bombe. Non, ils l'ont pas. Ils n'ont pas la bombe. Non, pas du tout, parce que, non, ils ont vraiment pas la bombe Pierre encore. Lelouch disait qu'ils ont de quoi, à l'heure actuelle, faire 3 bombes. Oui, alors, ils ont la capacité, mais en fait, il faut faire l'assemblage, il faut créer les têtes. Enfin, c'est un peu compliqué, mais du coup, ça prend quand même... le vecteur pour la transporter. Il faut 2 ans. Donc voilà, on estime encore 1 an et demi, 2 ans. Mais déjà, l'humiliation est là, puisqu'aujourd'hui, le corps des gardiens de la révolution islamique, qui prétend vouloir dominer le monde, se retrouve quand même à faire des déclarations publiques pour dire au peuple iranien et lui rappeler qu'il est interdit en Iran de soutenir Israël. Et que si les Iraniens continuent, on va devoir sévir de plus en plus. Et il demande aujourd'hui à ce que des Iraniens balancent d'autres Iraniens pour qu'on arrête de soutenir officiellement Israël. Donc si vous voulez, l'humiliation, elle est déjà là. Quelle faiblesse de leur part. Ah pardon, vas-y. Non, moi je pense que ce que vous dites qu'on conforte l'intuition qu'on pourrait partager. Je pense qu'effectivement, Israël
et ses différents alliés, qui sont quand même surpuissants et qui n'ont pas l'Iran en amitié, ou en tout cas le régime des Mollahs en amitié, auraient tout intérêt, je dirais, à prêter en tout cas les technologies militaires pour mettre un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, ça ne veut pas dire... mais mettre un coup d'arrêt à la fois au programme nucléaire qui, si je vous écoute, quelque part constitue la dernière vraie crédibilité sur le sol domestique, national et évidemment à l'international de ce régime. Mona, juste quelque chose de très important. Hier soir, j'ai regardé toutes les chaînes info, là, et notamment les chaînes israéliennes. Et ce qui est très intéressant, c'est que je voudrais que vous me le confirmiez, parce que je n'ai pas eu cette confirmation, personne ne l'avait. Il semblerait qu'hier soir, les gardiens de la Révolution aient décidé tous de se mettre en sécurité. Parce qu'il y a quelque chose qui est encore plus important, je pense, que la guerre physique, c'est la guerre psychologique. C'est-à-dire que Israël a gagné la bataille de la psychose, en réalité, en ayant été capable d'éliminer en plein cœur de Téhéran Haniyeh, et évidemment avec toute l'affaire des Vipers et des Kier. Est-ce que vous confirmez que les gardiens de la Révolution se sont tous mis en sécurité, en sécurisation de leur être, eux, tellement ils ont peur? Alors déjà, le premier signe, ça a été de mettre en sécurité Ali Khamenei, donc de se le cacher. Ensuite, la guerre psychologique, Israël l'a totalement gagnée, puisque déjà l'élimination de Haniyeh, ça a été le premier coup dur. L'élimination de Nasrallah, c'est le deuxième coup dur. Avant-hier, Ahmadinejad, donc l'ancien président de la République islamique, a été obligé d'avouer qu'ils avaient créé une unité d'élite pour repérer les espions israéliens au sein du régime, et qu'ils se sont rendus compte que la personne qui dirigeait cette unité d'élite était un agent du Mossad, et que 20 membres de l'équipe travaillaient comme informateurs pour Israël. Ce qui est dingue. Donc si vous voulez, c'est extraordinaire en fait. Dans un régime dictatorial, déjà vous vivez avec une parano permanente, et là en fait, partout où on regarde les hauts cadres du régime et Ali Khamenei, ils ne voient que des agents du Mossad. Donc psychologiquement, ils ont déjà perdu cette guerre. Moi, ce qui m'intéresse, juste un mot pour dire quand même que la population iranienne, et c'est très important de faire le distinguo, le Shah d'Iran, si mes souvenirs sont exacts, était un grand allié d'Israël. Vous sentez cette population véritablement, non seulement elle est opposée aux Mollahs, mais est-ce que vous sentez cette population pro-israélienne, en tout cas pas défavorable à Israël? Oui, la population iranienne est très grandement pro-israélienne, et d'ailleurs c'est assez paradoxal par rapport aux images par exemple qu'on voyait en Cisjordanie où les gens acclamaient les frappes. En Iran, des dizaines de milliers d'Iraniens à leurs fenêtres, faute de pouvoir sortir librement dans la rue, criaient pendant les frappes sur Israël: mort au dictateur, mort à Khamenei, mort à la République islamique. Donc si vous voulez, c'était quand même un message énorme et une humiliation de plus pour le régime. On part au 0826 300 300. Bonsoir Patrick de Narbonne. Oui, bonsoir. On vous écoute. Alors, personnellement, je me dis que si Israël avec l'Amérique attaque l'Iran, il y aura certainement une présence russe derrière. Et je pense que ça risque de contrebalancer et que tout le monde devra en tenir compte. Donc ça, c'est un premier point. Je pense qu'ils sont vus il n'y a pas si longtemps que ça, et je crois qu'ils ont l'Iran, la Russie et tout ce qui est BRICS, sont en train de bâtir justement un contrepoint à la domination américano-occidentale. Et je pense qu'ils vont se serrer les coudes dans ce cadre-là. Donc ça, c'est un point qui peut être... c'est ce que vous disiez. Non, je crois pas du tout. Ça calme le jeu. Alors, qu'il y ait une frappe et que Israël essaie peut-être même de frapper les dirigeants, puisque visiblement, ils ont frappé Nasrallah et Ismail Haniyeh à Téhéran, qui veulent frapper effectivement les têtes du régime, c'est très possible, et qu'ils essaient de trouver une solution. Et effectivement, ils ont montré que jusqu'à présent, ils avaient le savoir-faire. Maintenant, le problème, c'est que le problème, il n'est pas là. Le problème, il se situe en Palestine. L'action iranienne, elle est suite aux attaques et au massacre qui se fait à Gaza. Parce que Gaza, même s'il y a une opération du Hamas qu'on peut considérer comme réussie par rapport à la puissance israélienne, ça ne mérite pas de massacrer toute une population, parce que s'il y a eu 1000 morts d'un côté, on est à plus de 50 000 de l'autre côté. Patrick, pardon, c'est très compliqué. Patrick, c'est très compliqué pour moi de vous entendre dire une opération réussie du Hamas pour le 7 octobre. C'est pas possible. Laissons réagir. Patrick. Non, mais soyons dans les faits. Non, c'est pas les faits, ça. Si on dit qu'Israël a fait une attaque au Beeper pour le Hezbollah et qu'à un moment donné, ils les ont tous tués, et qu'on les a été tués. C'est une attaque réussie.
Ils n'ont pas été tués. Vous êtes en train de dire le Hamas a réussi une action réussie. C'est ce qu'il a dit. Oui, c'est pour ça que je laissais tomber. Mais madame, on parle au point de vue militaire. Tout spécialiste militaire vous dira. C'est incroyable. C'est pas une opération militaire. Ça s'appelle un pogrom, enfin. C'est la barbarie. Mais c'est des femmes violées, égorgées. Pardon, Patrick. Excusez-moi. Non, comprenez. Non, on parle pas d'histoire d'égorgement ou des choses comme ça. On parle d'attaques militaires. Patrick, vous ne pouvez pas faire ça. C'est impossible de parler comme ça. Pardon. La plupart des gens qui ont été tués, notamment pour le 7 octobre, la plupart c'est des militaires. Après, vous racontez n'importe quoi, Patrick. S'il vous plaît, Patrick, s'il vous plaît, ça n'est pas la vérité, s'il vous plaît. Réponse de Mona. Patrick, on ne peut pas vous laisser dire des choses comme ça. Mona. Moi, je suis consternée parce que je suis en train d'entendre. Si on commence à nous parler d'opérations militaires sur une attaque terroriste, moi, je pense que Patrick devrait aller vivre sous des régimes totalitaires et islamistes pour comprendre la barbarie dont fait preuve ce régime. Et juste pour votre information, quelques semaines avant les pogroms du 7 octobre, les djihadistes du djihad islamique palestinien, du Hamas et du Hezbollah étaient en Iran en train de s'entraîner. Et j'invite Patrick à regarder les 580 pages du rapport de l'ONU sur les crimes contre l'humanité, les viols et les tortures dont sont capables ces milices que j'ai l'impression qu'ils glorifient, pour se rendre compte que non, on était face à la barbarie la plus ignoble, que le viol ne sera jamais de la résistance, que tuer des civils ne sera jamais de la résistance, que brûler des bébés vivants ne sera jamais de la résistance. Mais par contre, on voit vraiment une faillite morale au sein des sociétés occidentales, et je pense que ça doit être aussi un signal d'alarme pour nous tous, que l'idéologie de la République islamique est en train de salement gangréner l'Occident. En tout cas, Patrick, on ne peut pas vous laisser dire ça. Je ne vous garde pas à l'antenne. C'est une décision que je prends moi. Et merci que je beaucoup. soutiens, parce que la majorité des victimes l'immense majorité ont été des civils le 7 octobre dernier, y compris des femmes et des enfants. Et pour la peine, Mona, Jafarian, vous allez rester avec nous. Vous allez jouer au qui c'est qui l'a dit. Ça va détendre tout le monde. Pour un peu de légèreté. Voilà, vous restez avec nous. Merci en tout cas d'avoir été là. On revient dans un instant. On fait une petite pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. D'abord, je voudrais vous féliciter, André Berkoff, pour les invités que vous faites venir. Vraiment, votre émission, si elle n'existait pas, il faudrait l'inventer. Sud Radio, parlons vrai.